Le 7e jour, Dieu s'est reposé, mais l'équipe de France de judo, elle, remet ça le 8e, sans avoir pris de vacances, avec l'idée d'aller plus loin dans la réussite, de parachever l'œuvre. Elle est tenante du titre de ce par-équipe olympique, qui fut sans doute le masterpiece des Jeux de Tokyo, la grande première marquée à jamais du sceau de la France et d'un certain esprit de révolte et du sens de la bande qui fait face ensemble. Masterpiece, chef-d'œuvre en français. En japonais, on dit Keisaku. La question, bien sûr, en ce début de journée, était de savoir si le Japon était venu pour ça, pour relever le gant de l'affront de Tokyo, et une victoire chez eux qui avait arraché une plume dorée à leur triomphe, et s'ils nous réservaient le même sort, ou si les Japonais allaient repartir une nouvelle fois battus, eux qui emportent depuis le début de cette formule du par équipe mixte tous les championnats du monde. Dès le premier tour, tout faillit bien s'arrêter là. Pas à cause de la France, mais du Japon, très contesté par l'Espagne qui démontrait les difficultés de Hashimoto, battu, de Uta Abe, mené d'un Wazari, et du lourd Saito, contré par Sherazadashvili, à assumer leur déception des jours précédents. Poussée à 3 partout, l'équipe japonaise ne devait son salut qu'à un bon tirage au sort qui voyait Miku Takeshi, sélectionné en moins de 70 kg, vaincre facilement par Ojigari Cristina Cabana Pérez. Ce fut la seule alerte pour le Japon qui mettait ensuite 4-1 à la Serbie et 4-0 à l'Allemagne. L'adversaire désigné était bien là. La France ne connaissait pas de problème de ce type et avançait, poussée dans le dos par son destin, par le public en délire et les encouragements sonores d'un leader d'altitude, Teddy Riner, qui payait de sa personne. Il n'était pas sollicité sur le premier tour, l'équipe d'Israël, face à laquelle la France avait failli passer à la trappe à Tokyo. Si Sarah Léonie Sizik concédait d'entrée un Wazahari contre son ancienne bête noire, Timna Nelson-Levy, elle mettait fin rapidement à l'émotion avec un fort sodé comptabilisé Ippon. Johan Benjamin Gaba poussait Tohar Boutboul dehors aux pénalités et Marie-Ève Gaillet jetait la moins de 63 kg Gili Charir au sol sur un ample Ouchigari. Pour achever de chasser le fantôme, MGNH, Maxime Gaël Ngaya Pambou, expulsait le grand Mouki, ancien champion du monde sur 2 Wazahari, dont le dernier sur Kataguruma. Le tour suivant était à considérer comme très sérieux contre une équipe coréenne 4 fois médaillée en individuel. Johan Benjamin Gaba frappait fort en sortant en pénalité l'ancien leader handball, champion du monde en 2015 et double médaillé olympique. Mais Marie-Ève Gaillet se faisait surprendre par Kim Ji-soo, qui passait en dessous avec un Seoinage que la Française essayait maladroitement de contrer en donnant le hippon. Impérial, une nouvelle fois, le néo-médaillé MG savait revenir d'un Wazahari contre Han Joo-yop par un Kouchi pour Wazahari et son grand Sumiyashi. Roman Diko assurait tranquillement contre la médaille olympique et mondiale Kim Ayu, fixée au sol. La suite était amusante, avec la victoire sur un gros Kosoto style sécateur de Teddy Riner sur le médaillé mondial des moins de 81 kg, Lee Ju-wan, un spécialiste du Seoinage, et Kouchi Makikomi qui aurait été dangereux avec 40 kg de plus. Et c'était les demi-finales. Contre la solide Italie, Marie-Ève étouffait Kim Poling au sol et MG livrait une grosse bataille à Parlati, un homme frais puisque battu au premier tour en individuel, qui se battait bien lui aussi et faisait pénaliser le Français pour une défense avec la main sous la ceinture. L'affrontement suivant était excitant entre la championne italienne des moins de 78 kg, Alice Bellandi, et notre Roman Diko national. On craignait les effets de ses Seoinage bas et de sa vivacité. Elle aura en effet une belle séquence, mais la Française faisait ensuite parler la poudre, démontrant le gouffre de puissance entre les deux catégories avec une énorme attaque arrière. Toujours en déficit de gabarit, l'Italie jouait en défense, mais le catenaccio courageux du moins de 100 kg, Gennaro Pirelli contre Teddy Riner ne l'empêchait pas de prendre la 3e pénalité après presque 7 minutes de bataille sur les mains. Enfin, Sizik maltraitait la médaillée mondiale et olympique des moins de 52 kg Odette Giuffrida et parvenait à lui marquer un Wazahari sur un contre de Seoinage en Uchimata. Tout le monde était en place pour la finale attendue, espérée, qui allait se jouer devant une salle comble et toute la France réunie devant le poste. On pensait la première édition de ce par équipe aux Jeux Olympiques à Tokyo insurpassable. Elle le fut pourtant et sans doute largement, même si les moments d'exception ne se comparent pas. Tout allait être incroyable, insensé de suspense et d'excitation dans cette finale. Tout allait être inimaginable et pourtant limpide en matière de scénario. Un moment immense partagé par tant de cœurs passionnés, éprouvant et exaltant, dont tout le monde se disait en sortant, en se tapant sur les épaules les uns des autres. On était là, on a vécu ça ensemble, on s'en souviendra toute notre vie. Pourtant, cela avait mal commencé. Après 2 rencontres, le Japon menait déjà 2-0 avec un combat raté du côté français.
Si en effet Maxime Gaël Ngaya Pambou donnait son maximum, mais ne parvenait pas à troubler Sanshiro Moao comme en individuel et se faisait projeter pour Ippon sur Uchimata, la réelle mauvaise surprise venait ensuite avec la défaite inattendue de Roman Diko sur la moins de 78 kg Takayama, la titulaire sonnée étant blessée, qu'elle traînait pourtant littéralement par terre ou portait carrément en dehors du tapis pendant la première partie du combat. Mais alors qu'elle la soulevait de terre une fois de plus, la japonaise suspendue attaquait en uchi pour ne pas prendre la dernière pénalité et marquait Wasahari. Roman avait le temps mais ne trouvait pas le moyen de projeter ou de faire pénaliser une dernière fois. Il fallait réagir, et vite, ce que faisait sa majesté Riner en pompier de service, et contre son rival Saito, qu'il n'avait pas pu prendre en individuel. Très à l'aise contre le lourd japonais, il variait les gardes et les rythmes, obligeant le jeune Tatsuru, 22 ans, soit tout de même 13 ans de moins que lui, à descendre plusieurs fois à genoux. Et alors que le japonais rassemblait ses esprits et tentait de s'opposer, de faire meilleure figure, Teddy lançait soudain un grand Uchimata qui déroulait le japonais sur le dos. C'était un tonnerre dans la salle, malheureusement refroidi par le combat suivant, qui opposait pourtant la moins de 57 kg Sarah Léonie Sizik à la moins de 48 kg championne olympique Natsumi Tsunoda. La Française n'avait peut-être pas suffisamment pris garde au style très spécifique de Tsunoda ou avait confiance en ses moyens de contrer ses tentatives. Mais le Japon avait sans doute aussi flairé le bon coup, et ils avaient eu raison. Bien campée sur ses jambes solides, Sarah Léonie tâchait de contrer le python nippon, et ce qui devait arriver est arrivé. Elle se faisait déséquilibrer sur un deuxième temps de levier en tomoenage et tombait sur le dos. La France était proche de la rupture et du triste échec final, trop rapide, menée qu'elle était déjà par 3-1. Tout allait s'arrêter là sans doute, car si Johan Benjamin Gaba avait impressionné par sa détermination, il avait face à lui non pas Hashimoto, mais Ifumi Abe, largement remonté aux alentours des moins de 73 kg. Il se disait d'ailleurs que le champion olympique avait utilisé la dispense de 5% accordée aux athlètes pour faire le poids. Même si c'était à moins de 66 kg face à un moins de 73 kg, une motivation de plus pour le Français, la différence physique n'était pas significative. Comment Gaba pouvait-il faire tomber celui qu'on ne voit jamais tomber ? Le clan français avait prévu l'option et Gaba passait son combat à bousculer et à presser son adversaire en couronnant son bras pour l'empêcher de prendre la distance, ce qu'il faisait très bien, au point qu'on voyait le vaisseau Abe tanguer dans la tempête. Au Golden Score, le japonais montra qu'il saignait et demanda à sortir, ce qui donna une indication de son malaise à son adversaire en particulier. Encore plus engagé, après presque 5 minutes au Golden Score, le nouveau médaillé olympique se lançait soudain dans un kataguruma en plongeant, en planche sous le bras du japonais, un mouvement que, dit-il, il a essayé en voyant le champion olympique de sa catégorie, l'Azerbaïdjanais Hidayat Heidarov, l'utiliser avec beaucoup de succès au dernier championnat du monde, notamment contre son adversaire japonais. Une technique que par ailleurs, et vous me pardonnerez cet aparté, vous retrouvez décrite dans le magazine L'Esprit du Judo numéro 109, actuellement disponible. À 4 minutes 58 au Golden Score et dans une explosion délirante d'émotions et de cris, Johan Benjamin Gaba écornait la légende du double champion olympique Ifumi Abe en lui marquant Ippon dans ce combat décisif. À 3-2, la France pouvait revenir à égalité et obtenir sa chance au tirage au sort. Encore fallait-il revenir. C'était bien sûr dans les cordes de Clarissa Agbenienou, choisie comme à Tokyo pour la mission difficile d'affronter la représentante japonaise. Mais on aurait dit que Miku Takeishi, enfin arrivée face à celle qu'elle veut reprendre depuis sa grande finale des championnats du monde 2019, celle pour laquelle elle a travaillé ces dernières années, retrouvait contre elle tout son éclat. Très précise à la garde, elle gênait la saisie forte de la Française et lançait des attaques de jambes dangereuses. Le combat était serré sans que personne ne faiblisse, mais Clarisse ne parvenait pas à mettre la main dessus. Après 3 minutes au Golden Score, c'est la Française qui semblait même en difficulté, apparemment impuissante à faire céder une saisie haute sur son col. Enhardie, la Japonaise lançait au Sotogari et le piège tendu fonctionnait. Clarisse Agbenienou anticipait, tournait dans l'attaque pour la contrer, marquant un Wasahari décisif qui ramenait les deux nations à égalité. Tandis que la roue tournait, décidant du sort de cette finale, ils étaient nombreux à penser que c'était le patron, le chef d'équipe, à qui allait revenir la responsabilité de sauver la France. Et c'est ce qui arriva comme si c'était écrit. Veuillez regarder les écrans pour le tirage au sort.
Hurlement général de joie, d'excitation mêlée au moment où la roue s'arrêta sur les plus de 90 kilos. Chaque groupe s'agglutina rapidement autour de leurs colosses respectifs pour donner les bonnes ondes et on repartait immédiatement au combat. Cette fois, le déjà quadruple champion olympique parut plus prudent, comme rattrapé par l'enjeu, la peur de gagner, la peur d'être à la fin des fins celui qui fait perdre la belle médaille, chavirer la belle histoire. Rattrapé par la fatigue aussi peut-être, physique et mentale. Tatsuro Saito ne valait guère mieux, mais tenait bon. Après 4 minutes, le champion commença à retrouver les bons réflexes, à faire tomber à genoux le challenger japonais qui commença de son côté à être pénalisé. Mais l'arbitrage, qui, il faut le souligner, fut presque parfait pendant la finale, non seulement parce qu'il fut très discret et peu invasif, mais plutôt bon dans ses choix, ne laissa pas le Français s'en tirer d'une pénalité. C'est lui, au contraire, qui prit les suivantes pour avoir poussé son adversaire dehors et pour manque d'activité. À 6 minutes, il fallait tenter, prendre le risque, et c'est Teddy Riner qui se lança dans une feinte en Uchimataro Chigari, qui trouvait la faille, et une seconde fois, en 1h30 de finale, un sacré moment suspendu, projetait le sumo Saito sur le dos. Écroulement de soulagement des uns, explosion de joie des autres et abattement pour les vaincus. La France conservait son titre chez elle grâce à son roi qui venait d'atteindre encore un autre niveau, ce qu'on n'aurait pas cru possible. Le public ne touchait plus terre, la France du judo venait de vivre son plus grand moment d'émotion collective. Une belle fin pour cette compétition déjà fabuleuse. Médaillé d'or et champion olympique, les représentants de la France. Gold medalists and Olympic champions representing France. Teddy Riner. Madeleine Malonga. Aurélien Diès. Roman Dico. Maxime Gaël Ngaya Brambou. Marielle Gaillier. Alpalma Diallo. Clarisse Agbenienou. Luca Merite. Salioni Civic. Walid Kiar. Amandine Bouchard. Le Kentoku de l'équipe masculine japonaise ne s'y trompait pas et c'est Johan Benjamin Gaba qui l'allait féliciter en premier. Comment avait-il vécu sa finale, celui dont le public n'en finissait pas de scander le nom? Je me dis, j'ai perdu la finale en individuel il y a quelques jours. Et je me dis vraiment, c'est pas possible que je reperde ici à Paris, chez nous, une finale encore une deuxième fois. Et en plus, là, j'étais pas tout seul à perdre. Il y avait toute l'équipe derrière moi, donc ça m'a plus que galvanisé. J'ai toujours dit, j'ai jamais peur, moi j'ai peur de personne. Ça reste un humain et en plus il n'est pas dans ma catégorie. Il a beau être fort, et je suis en 73 et je suis vice-champion olympique et pour le respect de tous les autres 73, je me devais de gagner. J'ai la condition physique qui va, je m'entraîne énormément et je me disais, je vois pas comment il pourrait tenir plus que moi, c'est pas possible. C'est pas possible, je m'entraîne beaucoup, j'ai une condition physique qui est vraiment bonne. Et il a beau être extrêmement fort, il n'est pas dans ma catégorie, donc j'ai un dessus physique sur lui. Donc forcément il allait s'épuiser plus vite que moi, j'ai été patient. Et au moment de la pause, il demande à l'arbitre s'il peut aller dehors parce qu'il saignait. Mais généralement quand on fait ça, quand on demande à l'arbitre, c'est qu'on est fatigué et qu'on veut récupérer. Et là je me suis dit je vais le cueillir. S'il revient, je vais le cueillir. Et là j'ai tout mis. Dès qu'il est revenu, j'ai tout mis. J'ai vu Edarov justement, celui qui m'a battu en finale, qu'il le fait extrêmement bien, qu'il met souvent.
il a mis en finale des mondes sur un japonais. Je dis, ah bah tiens, ça a l'air de marcher. Il y a 2 semaines, j'ai essayé quelques fois, j'ai mis 4-5 fois l'entraînement comme ça en testant. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai essayé. Un Kataguruma à tout chaviré, un Kataguruma sorti de nulle part et qui n'était même pas dans le game plan, comme l'avouait avec plaisir le grand ordonnateur de cette équipe masculine au top, Baptiste Leroy. Pendant la finale, j'étais un peu énervé parce qu'il était dans son match et il n'écoutait plus. Il était totalement parti et il y avait une ou deux choses que j'aurais aimé qu'il fasse, mais au final c'est lui qui a eu raison. Mais à un moment je me retournais, je disais à Teddy mais il m'énerve, mais je vais me barrer, je vais me casser de la chaise, il m'écoute pas. Alors là tout à l'heure il m'a dit oui si je t'entendais, mais il faisait pas ce que je voulais, mais au final de toute façon c'est les acteurs, hein, c'est lui qui est au milieu qui sent son adversaire. Nous on est sur la chaise, on les a pas dans les bras et il me dit non, je le sentais en train de craquer, je le sentais en train de baisser physiquement. Mais après, on sait que quand on le sait depuis déjà plus d'1 an, quand il y a Johan en équipe, on sait qu'il peut perdre, mais on sait qu'il peut gagner, mais gagner sur tout le monde. Donc ça, on n'est pas là à se dire bon bah c'est mort. À tout seigneur, tout honneur, le scénario n'aurait pas été meilleur s'il avait été pensé par un showrunner de prestige. Teddy Riner allait chercher en sauveur sa 5e couronne olympique. Qu'en pensait-il de toutes ces médailles emportées, ces moments à jamais inscrits dans la mémoire collective? En fait, je vais vous expliquer une chose. Chaque Jeux olympiques est différent, c'est une émotion différente. 2012, c'était un enfant qui avait envie d'en découdre. 2016, c'est un enfant qui voulait faire le doublé. 2020-21, c'est le gars qui veut essayer de tripler, qui n'y arrive pas, mais qui gagne quand même une médaille d'or. Et là, c'est le mec qui doit assurer dans son pays, mais qui a envie de mettre la manière et qui veut s'arracher comme un chien. En fait, le truc que j'ai envie de faire là, c'est de mettre toutes mes médailles d'or les unes à côté des autres et de les contempler, de remémorer tout ce que j'ai vécu pour en arriver là. Quand je suis entré à 2004 à l'INSEP, et que je regardais ces cadres en disant moi je veux être affiché là, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais toutes ces médailles. Ça fait plaisir de pouvoir laisser une trace dans le sport, laisser une trace dans son sport. C'est incroyable de se préparer, de se mettre dans des difficultés pareilles et réussir le truc. J'aime pas trop quand on dit capitaine machin, mais aujourd'hui j'ai joué mon rôle de capitaine. Et je suis content parce qu'on est allé au bout. Et ce matin, je voyais Roman et Clarisse qui étaient remplis de, je sais pas, mélancolie, ça, on pourrait dire, de tristesse, de peine. Et les mots que je leur ai dit, on va aller chercher l'or et je vous promets que ça va s'oublier et que ça sera une joie différente. Et vous allez oublier cette peine. Et tout à l'heure, je leur ai dit alors, j'ai menti. Et ils m'ont dit non, t'as raison. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, c'est des moments uniques. Et puis on voit des petits jeunes éclore qui montent le bout de leur nez. Moi, j'adore les mecs comme ça qui posent leur... sur le tapis, qui vont au bout des choses. Ça en dit long sur l'avenir et franchement, s'il continue comme ça, ce gars, il aura sa médaille d'or olympique. Il l'aura. Je les ai pris à part et je leur ai dit voilà, ça va être dur. C'est les Japonais. On va devoir s'arracher les uns pour les autres. Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est nous. Et je veux que vous ressentiez la même joie que j'ai ressentie hier. Qu'on ait ce titre olympique. On va s'arracher et il faut être prêt à mourir sur le tapis. Même si j'en souffre là, je suis content de l'avoir fait pour eux. Je suis content qu'il l'ait fait pour moi. Je suis content qu'on l'ait fait et qu'on se fasse ce cadeau. La vérité, je crois que c'est un film. c'est un script et il fallait réaliser, il fallait aller chercher dans ses tripes pour aller se matcher notre ami Saito, qui est très costaud, qui n'est pas facile à faire chuter. On le sait, c'est un japonais, ça fait très bien judo. En plus, il a une masse imposante. J'étais déjà devant l'escalier. Je savais que ça allait être moi. J'étais prêt pour l'équipe. Voilà, c'est samouraï, on lâche rien, c'est du fight. On est chez nous, on doit honorer notre public, faire retentir à Marseille. C'est à ça que j'ai pensé. C'est on lâche pas. Mais il y a des images qui me viennent, c'est quand je monte, je vois toute l'équipe qui s'il te plaît, vas-y. Donc on ne peut pas se louper pour cette équipe. Et ça fait du bien. La France ne voulait pas que cela cesse. Les joies et les témoignages se croisaient dans la zone mixte où les combattants répondent aux journalistes du monde entier. Incroyable, incroyable, j'ai pas les mots, c'est vraiment une dream team comme je dis depuis tout à l'heure. C'est vrai que vraiment c'est incroyable ce qu'on vient de faire, on est champion olympique à Paris. Je pense que
qu'on va s'en souvenir pendant longtemps, que la France va s'en souvenir pendant longtemps et que ouais, on va bien fêter cette belle médaille. Je suis fière de ce que l'équipe a fait. On a vraiment tout donné. Ce revirement de situation a été tellement intense en termes d'émotion que oui, je peux que les remercier. Ça fait du bien. C'est un titre qui reste à la France. C'est une médaille d'or pour tout le monde, surtout tout le monde rentre médaillé de ces Jeux Olympiques de Paris. Je pense que c'est aussi important tout le monde rentre titré même. C'est important pour l'équipe et devant ce public incroyable, c'est vraiment beau. Il fallait qu'on gagne aujourd'hui. On l'a fait. C'est une belle histoire. Moi, je voulais qu'il me tire moi. Ah oui? Ouais, je voulais grave qu'il me tire parce que je sais que j'ai déconné et je tombe. Bref, l'action c'était un peu chelou. Je voulais qu'on me retire parce que je voulais montrer que c'était vraiment c'était pas moi, mais l'histoire était écrite comme ça. Il fallait que ce soit Teddy qui ramène le point de la victoire. Notre médaille olympique individuelle, notre titré olympique individuel hier, aujourd'hui qui ramène le point de la victoire, c'est beau. Et voilà, ça fait du bien de se dire que vraiment on est une vraie équipe de France, on est une vraie équipe. Mené 3-1, on finit à 4-3, c'est fou, c'est fou. Il n'y a jamais aucun match qui est fait d'avance, sinon on ne ferait pas du sport de haut niveau, je pense. Et non, on se dit que c'est possible, mais je pense que les Japonais se disent que c'est possible aussi. Donc je sais pas si on voit les images, je tiens Clarisse qui tient presque plus déjà debout, Sarah Loni elle est en pleurs déjà. Enfin, c'est très compliqué, le match était très long en plus. Donc ouais, on était dans l'attente, on regardait chaque séquence, c'était compliqué. Mais il l'a fait pour lui, il l'a fait pour l'équipe et c'est beau. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration en individuel par rapport à toute l'équipe. Il n'y a que Teddy qui ramène l'or. Chez les filles, on voulait vraiment ramener des titres. Il y a beaucoup de garçons malheureusement qui sont passés aussi à côté. Et voilà, on ne pouvait pas rentrer sans ce titre qui reste chez nous. À Tokyo, on l'a fait, sans public, chez eux. Pourquoi pas ici, chez nous, avec notre public. Voilà, c'était important pour l'équipe. Et quand on voit l'équipe qu'on a, je pense qu'on ne pouvait pas aussi rêver moins que ce titre olympique. On a une équipe jeune, on a une équipe qui a envie, on a une équipe qui sera là encore pendant longtemps. Et ça fait du bien. Donc ouais, il fallait qu'on gagne pour nous, mais surtout pour tous ceux qui étaient dans les gradins. Un deuxième titre par équipe consécutif, une 10e médaille, comme annoncé, pour des Jeux à jamais illustres. Dans 100 ans, pour les prochains Jeux de Paris, on en parlera peut-être encore.